le garçon trouva une valise flottant sur la rivière. Ce qu'elle contenait le choqua. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente en regardant la série. Un après-midi d'été brûlant s'abattait sur les eaux du Mississippi comme des rubans de feu. La chaleur suffocante s'abattait sur les cœurs, rendant la ville déjà morose encore plus étouffante. Ethan, un garçon de 15 ans vêtu d'un t-shirt trempé de sueur, marchait seul sur le chemin de terre qui longeait la rivière. Les racines des arbres centenaires s'étendaient comme des doigts noueux jusqu'au bord de l'eau. Il n'aimait pas être à la maison. Sa mère travaillait de nuit à la pharmacie et revenait complètement vidée. L'appartement du rez-de-chaussée sentait toujours l'eau de Javel, avec le bruit incessant de la télévision braillée du voisin de gauche, Monsieur Samuel, un veuf qui criait plus sur son chat que sur les gens. Ethan allait souvent seul jusqu'à la rivière, ramassant des galets ou simplement assis là à observer le courant. Mais ce jour-là, il a vu quelque chose de différent. Entre les racines, quelque chose flottait juste sous la surface. Ce n'était ni une bûche, ni une bouteille. Il s'approcha, la paume moite de sueur. Une valise. Brun terne, avec des garnitures en métal rouillé, presque cachées sous des racines emmêlées et des débris de rivière. Ethan se mordit la lèvre et tira dessus. Chaque coup projetait des éclaboussures sur la rive boueuse. Mon Dieu, souffla-t-il, tandis que la lourde valise s'écrasait sur la berge. La fermeture éclair était rouillée, mais pas complètement scellée. Il sortit son briquet au celui que sa mère lui avait interdit mais qu'il gardait caché et alluma l'extrémité d'un bâton pointu pour s'en servir comme levier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'argent? Des livres? Ou juste des déchets, murmura-t-il à voix haute en tirant sur la fermeture éclair. Puis une odeur nauséabonde le frappa, épaisse et aigre, l'odeur inimitable de la mort. Son cœur battait fort. Ses mains tremblaient. À l'intérieur se trouvait un sac en plastique noir, bien fermé. Mais il ne recula pas. Quelque chose le poussait en avant, comme une transe. Il déchira le sac et ce qu'il vit le fit tomber en arrière et vomir violemment. Une main humaine. Violette. Gonflée. Son poignet était grossièrement sectionné. Des tendons et du sang maculaient encore l'intérieur du plastique. Et le pire, une bague en argent encore accrochée à l'annulaire. Ethan s'est enfui. Il courut jusqu'à chez lui, traversant les ruelles à toute vitesse, croisant des habitants effrayés. Arrivé à l'appartement, il courut droit dans la salle de bain et se frotta les mains jusqu'au sang. « Que as-tu dit » Sa mère, Hélène, le regarda, le visage rempli d'inquiétude et d'incrédulité. « J'ai trouvé une valise. » À l'intérieur, il y avait une main humaine. Une vraie main, maman. Il y avait aussi une bague en argent, la voix d'Ethan tremblait tandis qu'il se tenait la tête, le visage pâle comme un fantôme. « Arrête » sa mère haussa la voix. « Tu as encore regardé des films d'horreur, hein? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas regarder ces conneries le soir? » « Non, maman, s'il te plaît, crois-moi, » cria-t-il. Ça sentait horriblement mauvais. Comme un cadavre. Le gamin invente encore. La voix de Monsieur Samuel résonna à travers le mur, étouffée par le bruit de sa canne. La dernière fois, il a dit qu'il y avait un fantôme sous son lit. Je n'invente rien, hurla Ethan. Maman, s'il te plaît, crois-moi une fois. Hélène pinça les lèvres, fixant son fils, orphelin de père depuis l'âge de 7 ans. Il avait traversé une longue dépression, et maintenant il parlait d'une main dans une valise. Si tu y penses encore demain, dit-elle doucement, je t'emmène chez un psychologue. Ethan se détourna, les yeux brûlants. Personne ne le croyait. Personne. Le lendemain matin, Ethan s'est réveillé tôt et s'est précipité vers la rive de la rivière. Mais maintenant, ce n'était plus qu'un terrain vague, jonché d'empreintes de pas. La valise avait disparu. Il ne restait plus rien. C'est pas vrai, murmura-t-il. C'est impossible qu'il ait disparu comme ça. Il s'accroupit, inspecta les racines. Creusa. À la recherche d'une trace sang, tissu, n'importe quoi. Rien. Comme si ça n'avait jamais existé. Puis un moteur de moto a brisé le silence. Une silhouette familière s'approcha, Monsieur John, le vieux voisin qui habitait 2 portes plus loin, promenait son chien. « Bonjour, Ethan. »« Que fais-tu au bord de la rivière si tôt » demanda-t-il gentiment. Ethan leva les yeux, tremblant. « J'ai vu une valise hier. Il y avait une main humaine dedans. Je le jure,
Monsieur John. Monsieur John fronça les sourcils et inclina la tête. Une main humaine dans une valise? Ici? Tu es sûr? Il y avait aussi une bague en argent. Exactement comme celle que tu portes, dit Ethan en pointant du doigt. Monsieur John se figea. Une lueur traversa son regard, mais seulement un instant. Puis il rit doucement et ébouriffa les cheveux du garçon. Tu as une imagination débordante. Cette ville est trop ennuyeuse pour la criminalité. Les seules choses effrayantes par ici, ce sont les chats de Monsieur Samuel. Cet après-midi-là, Ethan s'est rendu au poste de police. Il se tenait à la réception, serrant le bas de sa chemise. L'agent Harris, un homme chauve et corpulent, haussa les sourcils. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Ethan? Ta mère t'a demandé de venir? » « Non. Je veux signaler quelque chose. »« Quoi? Tu as perdu ton vélo? » ?»« Non. J'ai trouvé une valise près de la rivière. Il y avait une main humaine à l'intérieur. » Le silence retomba dans la salle. Puis Harris éclata de rire, un rire franc et chaleureux. « Une main humaine dans une valise? Petit, tu écris un roman policier? » Ethan serra les poings. « Je dis la vérité. Ça sentait mauvais. La main avait une bague en argent. J'ai été malade tout l'après-midi. » Un autre officier, plus jeune, s'est approché en tenant une tasse de café. « N'est-ce pas le même enfant qui a posté un message disant qu'il avait vu des fantômes au cimetière ?» murmura-t-il. « C'est lui, » acquiesça Harris. « Les jeunes de nos jours, mec. » Le jeune policier secoua la tête. Ethan tremblait. « Je ne mens pas. Si tu y vas, tu verras, des traces de pas, de la boue ?» Harris mit les mains sur ses hanches. « Rentre chez toi. Et laisse-moi te donner un conseil. Si tu continues à inventer des trucs, tu finiras en centre de détention pour mineurs. La police ne joue pas. » Ethan resta là un long moment, tel une statue. Puis il se retourna et sortit. Dehors, le soleil brillait toujours, mais à l'intérieur d'Ethan, une tempête se levait. Il ignorait qu'à cet instant précis, un camion sans plaque d'immatriculation roulait lentement le long de la berge. À l'arrière se trouvait une valise rouillée, enveloppée d'une bâche noire. Et derrière le volant, un homme en chemise blanche, portant une bague en or, affichait un sourire narquois. Ce soir-là, Ethan dîna sans rien goûter. Il gardait la tête baissée, penché sur une assiette froide, trop effrayé pour parler. Sa mère, Hélène, ne dit rien non plus. Il vivait comme deux ombres, prisonniers d'un étrange et pesant silence. La télévision du salon diffusait les informations locales. La voix du présentateur était douce et enjouée. La ville de Riverbank vient d'approuver un projet de réaménagement des berges financé par Ryan Construction Company. Les travaux devraient débuter le mois prochain et créer 60 emplois pour les habitants. Des maisons au bord de la rivière, murmura Ethan en levant les yeux. Pourquoi ruiner la rivière? C'est le seul espace naturel qui reste dans cette ville ennuyeuse. Hélène. La voix de Monsieur Samuel résonna à travers le mur. Éteignez la télé. C'est l'heure de la sieste de mon chat. Hélène soupira et l'éteignit. Ethan se leva, sur le point de dire quelque chose, puis s'arrêta. Il savait que c'était inutile. Le lendemain, à l'école, tout semblait normal au début. Jusqu'à ce que les murmures commencent. Et, t'as entendu? Ethan a vu une main humaine dans une valise. Tu veux dire Handboy? Ah. Valise hantée. Une fille nommée Claire a fait semblant de crier alors qu'Ethan entrait. Oh non. Où est la main? Tu l'as apportée, Ethan? Toute la classe a éclaté de rire. Ethan serra les dents, le visage en feu. Il frappa violemment son bureau. Fermez-la. Waouh, calme-toi. On a touché un point sensible, ricana un grand garçon nommé Marc. Ou alors, c'était ta main. Va te faire foutre, cria Ethan. Ça suffit, résonna la voix d'une fille. C'était Pamela, la seule camarade de classe qui lui parlait gentiment. Ethan n'est pas un jouet avec lequel on peut jouer. La pièce devint silencieuse. Ethan regarda Pamela, sans voix. Mais ensuite, son regard reconnaissant disparut alors qu'elle sortait de la pièce et murmurait. Je l'ai fait juste pour qu'il n'aille pas trop loin. Mais Ethan, si tu as inventé ça, tu as vraiment besoin d'aide. 2 jours plus tard, une mauvaise nouvelle est tombée.
Monsieur John avait disparu. Son chien a été retrouvé dans le jardin, aboyant sans arrêt, sa chaîne cassée. Sa maison était fermée à clé. Personne ne l'avait vu depuis mardi soir. Madame Emily, une vieille dame qui habitait de l'autre côté de la rue, a déclaré qu'elle avait vu un camion garé devant sa maison au crépuscule, mais qu'elle n'avait pas pu distinguer qui était à l'intérieur. La police ne s'est pas inquiétée. Elle a déclaré que Monsieur John était probablement allé rendre visite à sa famille. Les personnes âgées, ont-elles affirmé, ont tendance à agir de manière imprévisible. Ethan n'y croyait pas. Il était assis sur son lit, les genoux repliés sur sa poitrine, les yeux fixés au plafond. La main dans la valise, la bague en argent, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celle de Monsieur John. Il a fouillé dans sa mémoire. Quelques jours plus tôt, Monsieur John avait lancé avec colère à la mère d'Ethan, alors qu'elle sortait les poubelles, ces salauds, ils comblent les berges. C'est là que les enfants pêchent. C'est plein de souvenirs. Ryan n'est qu'un démon en costume d'homme d'affaires. Si j'avais des preuves, je les porterais au comté. Hélène avait simplement hoché la tête, évitant tout commentaire. Ryan était l'homme le plus puissant de la ville. Ethan se souvenait de chaque mot. Ce jour-là, Ethan marchait derrière Monsieur John lorsque le vieil homme passa devant le chantier près de la rivière. Ryan, vêtu d'une chemise blanche et de lunettes de soleil foncé, se tenait parmi les ouvriers. Dès qu'il aperçut Monsieur John, il s'approcha, le ton plein de sous-entendus. « Eh bien, on se retrouve. » Monsieur John, toujours aussi têtu. « Je ne suis contre personne, » a répondu Monsieur John, « je veux juste protéger ce qui appartient à cette ville. » Ryan eut un léger sourire. « Tu es vieux. Il est temps de te reposer. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus besoin de rivières, ils ont besoin du Wi-Fi et des centres commerciaux. » Ethan se tenait derrière un poteau électrique, le cœur battant. C'était la dernière fois qu'il voyait Monsieur John. Cette nuit-là, Ethan ne put dormir. Il regarda par la fenêtre. Le ciel était sans lune, sans étoiles. L'air était chaud et sec. Puis il vit une silhouette juste devant sa fenêtre du rez-de-chaussée, un homme grand, vêtu d'un manteau noir, immobile, debout là, la tête légèrement inclinée, comme s'il regardait. Ethan retint son souffle. Son cœur était comme écrasé. Il recula, les mains tremblantes, et ferma lentement le rideau. 1 minute. 2 minutes. La silhouette est restée. Au moment où Ethan s'apprêtait à appeler sa mère, la silhouette disparut. Sans un bruit. Sans un bruit de pas. Seule l'obscurité profonde et creuse restait à l'extérieur. Le lendemain matin, sous la porte de sa chambre, il y avait un morceau de papier. Du papier blanc. Des lettres manuscrites irrégulières. Reste en dehors de ça si tu ne veux pas perdre ta mère. Ethan s'effondra sur sa chaise. Son corps tout entier se glaça. Qui l'aurait cru? Qui l'avait observé? Qui s'était approché suffisamment près pour glisser ce mot sous sa porte sans se faire remarquer? Il cacha le mot dans un carnet et le glissa sous son oreiller. Il n'osa pas le dire à sa mère. Non pas parce qu'il pensait qu'elle ne le croirait pas. Mais parce qu'il avait peur qu'elle le fasse. Qu'elle s'inquiéterait. Et qu'il pourrait vraiment la perdre. Cet après-midi-là, Ethan traversa la rue étroite qui menait à l'épicerie du coin de Madame Laura. En passant devant l'atelier de réparation automobile de Monsieur Daniel, le vieux mécanicien silencieux l'interpella. « Ethan. » Il baissa la voix. « Hier soir, j'ai vu quelqu'un devant chez toi. Je n'ai rien dit, mais s'il se passe quelque chose, ne garde pas ça pour toi, je vais bien, » répondit Ethan, les yeux baissés. « Tu ne vas pas bien. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Quand j'étais plus jeune, j'ai aussi parlé, et j'ai perdu mon travail du jour au lendemain. » Il regarda autour de lui et murmura. « Soyez prudent avec Ryan. Il n'épargne personne. » Cette nuit-là, Ethan a rêvé de la valise. Elle flottait sur la rivière, son couvercle s'ouvrant lentement, des mains humaines se tendant pour lui faire signe de s'approcher. Dans son rêve, il voyait sa mère les cheveux emmêlés, les mains coupées, la bouche pleine de sang être tirée à l'intérieur de la valise. Et il était gelé. Incapable de crier. Il se réveilla en sursaut, sa chemise trempée de sueur. Il faisait encore sombre. Et dans sa main se trouvait la note de menace. Même s'il l'avait cachée. Pourquoi? Il se précipita dans la chambre de sa mère et ouvrit la porte.
Elle dormait encore, ronflant légèrement. Il s'assit au bord du lit, silencieux. Je dois faire quelque chose, pensa-t-il. Personne ne me croit. Mais j'ai hâte que maman disparaisse comme Monsieur John. Je ne peux pas. Ryan. Ce nom s'accrochait à l'esprit d'Ethan comme un fantôme pressé contre sa colonne vertébrale. Pas seulement à cause de la menace sous sa fenêtre, ou du regard glacial de l'ombre cette nuit-là, mais parce qu'il réalisait que ce nom était partout dans cette ville. Du terrain prévu pour être nivelé. Au sourire poli que les gens affichaient chaque fois que son nom était mentionné. Ethan a commencé à observer le chantier de construction de Ryan. Pas comme un véritable espion. C'était juste un gamin de 15 ans, vêtu d'un sweat à capuche et portant un vieux téléphone avec dictaphone. Mais il avait quelque chose que la plupart des adultes n'avaient pas. L'entêtement de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il s'est caché pendant des heures derrière les hautes herbes près de la clôture de chantier. Chaque fois que les ouvriers faisaient une pause, buvaient de l'eau ou fumaient, il enregistrait sur son téléphone. Il écoutait des bribes de conversation éparses. Quand on l'a déposé, on n'a même pas eu le temps de crier. Le vieil homme a eu ce qu'il méritait. Ryan a dit qu'il fallait l'enterrer rapidement. Par un midi brûlant, Ethan faillit s'évanouir d'épuisement. Il rampait près de la clôture quand soudain une voix l'appela. « Eh gamin! Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a sursauté. Un homme grand, portant des lunettes de soleil, une chemise noire et un tatouage sur le bras, se tenait derrière lui. Ethan a essayé de courir, mais l'homme l'a attrapé par l'épaule. « Je t'ai déjà vu fouiner, » grogna l'homme. « Tu veux finir comme le vieux John ? » « Lâche-moi, » se débattit Ethan. « Je passais juste par là. »« Personne ne passe comme ça en se faufilant comme toi, » siffla l'homme. « Écoutez bien. Ce n'est pas un terrain de jeu, sortez et ne revenez pas. » Il poussa Ethan au sol, puis s'éloigna en crachant de la salive teintée de sang à ses pieds. Ethan gisait là, écorché, meurtri. Mais serrant fermement son téléphone. L'enregistrement était toujours en cours. Cette nuit-là, il rentra chez lui et tenta de cacher ses blessures. Mais sa mère, Hélène, le remarqua immédiatement. « Oh mon Dieu, Ethan. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qui t'a fait ça ? » « Je vais bien, maman, » dit-il en reculant. « J'ai juste glissé. Je le jure. »« Tu as glissé ? Et ton visage ressemble à ça ? Ne me mens pas, Ethan. Où étais-tu ? Qui a fait ça ? » Il resta silencieux. Puis il laissa échapper. « Je suivais Ryan. » Hélène se figea. « Tu as fait quoi ? » « Maman, tu dois me croire cette fois, » dit Ethan d'un ton rapide, essoufflé. Monsieur John n'a pas simplement disparu. Ryan est la dernière personne qu'il a vue. Et cette valise, la main à l'intérieur. Ça suffit. Hélène l'attrapa par les épaules. Tu sais seulement ce que tu dis ? Tu accuses l'un des hommes les plus puissants de la ville. Je vais perdre mon travail. Tu seras arrêté. On n'a pas l'argent pour se battre contre quelqu'un comme lui. Maman, si je ne fais rien, tu pourrais être la prochaine, s'étrangla Ethan. S'il te plaît, ne le dis à personne. N'appelle pas la police. Hélène se couvrit le visage. Ses épaules tremblaient. Au bout d'un moment, elle murmura. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu n'es qu'un enfant. J'ai des preuves. Il sortit une clé USB de sa poche. Des enregistrements. Des vidéos. Tout ce que j'ai entendu. Je vais le donner à quelqu'un de confiance. Après de nombreuses nuits blanches, Ethan choisit l'agent Robert. Ce policier qui était venu un jour à l'école pour parler de civisme. Il semblait bienveillant. Il avait un jour aidé une vieille dame à retrouver son vélo volé. Ethan s'est dit qu'il n'avait probablement aucun lien avec Ryan. Il a placé la clé USB dans une enveloppe avec une note. S'il vous plaît, ne laissez pas cette vérité mourir avec moi. Tôt le lendemain matin, il se tenait devant le poste de police, tremblant, tandis que Robert sortait de sa voiture. Ethan courut vers lui. « Officier Robert, j'ai quelque chose. C'est vraiment important. S'il vous plaît, gardez-le précieusement. » Robert le regarda, fronça légèrement les sourcils, puis hocha la tête et accepta l'enveloppe. Cette nuit-là, Ethan ouvrit son ordinateur pour vérifier sa copie de sauvegarde, elle avait été supprimée. Plus étrange encore,
Le compte de messagerie qu'il utilisait pour envoyer une sauvegarde au journaliste Addison, un nom trouvé en ligne, avait été désactivé. Il a commencé à paniquer. Tard dans la nuit, après que sa mère fut couchée, il sortit sur le balcon pour sentir le vent. La brise était légère. Le lampadaire vacillait. Soudain, son téléphone vibra à un message d'un numéro inconnu. « Belle clé USB, mais qui va croire un petit garçon menteur comme toi ?» Il resta figé. Le lendemain, 2 policiers ont frappé à la porte. « Ethan Walker ?» demanda l'un d'eux. « Oui, c'est moi, » balbutia-t-il. « Tu dois venir avec nous à la gare. » Sa mère s'est précipitée dehors, alarmée. « Que se passe-t-il ? Qu'a fait Ethan ? Nous avons reçu un signalement selon lequel il propage de fausses informations et trouble l'ordre public, a déclaré un policier sans ambages. S'il continue, il pourrait être placé en détention pour mineur. Non, ce n'est qu'un enfant, s'écria Hélène. Nous suivons le protocole. Veuillez ne pas intervenir, dit la voix froide. Tout l'immeuble murmurait. Quelques vieilles dames regardaient derrière leurs rideaux, pointant du doigt et chuchotant. Ethan a été libéré après 1 heure d'interrogatoire. Aucune preuve tangible n'a été trouvée, mais le mal était fait. La semaine suivante, sa mère, une femme bienveillante et résiliente, a été licenciée de la pharmacie. Le motif indiqué dans la lettre de licenciement était « manquement aux normes d'éthique professionnelle ». Atteinte à l'image publique de l'entreprise. Ethan lut la lettre, les mains tremblantes. « C'est ma faute ?» Hélène ne dit rien. Elle entra simplement dans sa chambre et ferma la porte. Cette nuit-là, Ethan l'entendit pleurer à un cri étouffé, suffocant, comme si quelqu'un lui serrait la gorge de l'intérieur. À partir de ce jour, plus personne dans l'immeuble ne lui dit bonjour. Monsieur Samuel, l'homme qui se plaignait autrefois de son chat, claquait désormais sa porte à chaque passage d'Ethan. Pamela, sa camarade de classe, évitait son regard. Marc et ses amis jetaient parfois des pierres sur sa porte d'entrée, s'enfuyant en riant. Il était devenu un fantôme. Un garçon chassé. Une nuit, il était assis près de la fenêtre, fixant le dernier message du numéro inconnu. En bois, tu aurais dû rester silencieux comme les autres. Ethan a éteint son téléphone. Il sortit la note de menace originale. Le papier était froissé et usé. Il le compara au message. Même écriture. Même froideur. La pluie commença à tomber, la première tempête de la saison. Elle martelait le toit, tambourinait contre les vitres et se mêlait au désespoir qui submergeait le cœur d'Ethan. Il a fondu en larmes. Personne ne l'a cru. Personne ne voulait l'aider. Il pensa à la main dans la valise. Il pensa à sa mère, endormie, l'air triste. Il pensa à la silhouette de cette nuit-là, et à Ryan, avec ce sourire sinistre et ces mots prononcés sur le chantier. Tout est nettoyé. Personne ne trouvera rien. Ethan murmura, « Je ne te laisserai pas enterrer toute cette ville avec tes secrets. » Le vent de la rivière lui piquait le visage tandis qu'il suivait tranquillement le chemin de terre menant au chantier. Un éclat de lune flottait paresseusement dans le ciel noir, n'offrant aucune lumière à ses pas. Il glissa dans la boue trempée de racines. L'horloge à son poignet clignotait, 2h41 du matin. Sa mère dormait profondément après 3 jours de recherche d'emploi infructueuse. Il n'en fallait pas plus pour comprendre pourquoi. Ethan ne pouvait pas se résoudre à la réveiller, ni lui expliquer que cette fois, il ne pouvait tout simplement pas rester assis plus longtemps. Il avait besoin de preuves, à tout prix. Ethan se dirigea vers les conteneurs en bordure du chantier, des logements temporaires pour les ouvriers et les chefs de chantier embauchés par Ryan. Il savait qu'il n'y avait pas de caméra publique là-bas, Ryan était trop malin pour laisser une trace. Il a rampé jusqu'à la clôture de barbelés, se déchirant l'épaule au passage. Dans sa poche se trouvait un nouvel enregistreur vocal, son téléphone et un morceau de carte qu'il avait dessiné de mémoire indiquant les points de livraison, les hangars abandonnés et un endroit suspect où M. John s'était disputé avec Ryan. Soudain, un faisceau de lampes de poche a balayé le sol. Ethan s'est effondré dans l'herbe, retenant son souffle. « Tu entends quelque chose ?» demanda une voix grave. « Je ne sais pas. J'ai cru entendre un bruissement près du tas d'ordures. » 2 hommes en uniforme de chantier passèrent, l'un tenant un bâton, l'autre une lampe torche. Ils hésitèrent un instant, puis poursuivirent leur chemin. Leurs pas s'éloignèrent. Ethan attendit encore quelques minutes, puis continua à ramper.
Chaque centimètre en avant lui donnait l'impression de se déchirer les entrailles non seulement par peur d'être attrapé, mais aussi parce que ce n'était plus un jeu de mystère pour adolescents. C'était une question de vie ou de mort. Près d'un terrain affaissé, il aperçut une bâche noire drapée sur une structure en bois. En dessous se trouvait une fosse peu profonde, à moitié remplie. Quelque chose empestait. Ethan s'approcha, les mains tremblantes. Il s'accroupit et souleva lentement la bâche. Juste une pile de sacs de ciment humide. Mais le sang séché sur le bord de la bâche était indéniable. Il alluma l'enregistreur et murmura « 17 juin, arrière de l'entrepôt ». Plusieurs signes suspects. Sang séché sur des déchets. Odeur nauséabonde. Semblable à la valise. Un clic aigu résonna derrière lui. Ethan se retourna. Un homme, chauve, avec une barbe et les yeux injectés de sang, se tenait là, tenant un tuyau en métal. Fils de... Pas le temps de courir. L'homme se balança et frappa l'épaule d'Ethan avec le tuyau. Ethan hurla et s'effondra dans la boue, serrant toujours son enregistreur. L'homme lui a donné un violent coup de pied dans le ventre. Tu veux être le prochain, hein? Tu penses qu'on est une blague? Ethan se releva précipitamment, le sang coulant sur son front, les dents serrées. Tuez-moi, Altateil, mais j'ai déjà tout sauvegardé. Je l'ai envoyé. Si je disparais, toute la ville le saura. L'homme se figea, plissa les yeux de suspicion. Envoyé? À qui? Ethan ne répondit pas. Il rugit et jeta l'enregistreur dans les buissons, puis se précipita vers la clôture. Des pas résonnèrent derrière lui. Le cœur d'Ethan battait comme un tambour de guerre. Il sauta par-dessus la clôture, son talon frôlant un éclat d'acier barbelé ou une profonde entaille. Il ne sentit rien. Des cris résonnèrent derrière lui. Tu es mort, petit. Mais Ethan avait déjà disparu dans l'obscurité. Il lui fallut près d'une heure pour rentrer chez lui, trempé et épuisé. Sa mère dormait encore, inconsciente de tout. Il se glissa dans sa chambre, verrouilla la porte, lava rapidement ses blessures et cacha le nouvel enregistreur vocal sous le lit, sous le tiroir en bois où il gardait ses costumes d'enfance. Son bras lui faisait mal. Sa jambe saignait. Ses yeux étaient enfoncés. Mais il était vivant. Le lendemain matin, Hélène remarqua sa chemise déchirée, son épaule meurtrie et ses pas boiteux à nouveau. « Ethan, je n'en peux plus. Ne dis rien, Altateil. Si tu parles, si tu le signales, je te jure que la prochaine fois, tu ne te réveilleras pas. » Elle fondit en larmes et le serra dans ses bras. « Oh mon bébé, il te tue, et me tue aussi. »« Non, » murmura Ethan. « Ils ne gagneront que si nous gardons le silence. » Ce soir-là, Ethan s'est faufilé au bureau de poste et a envoyé une copie de la clé USB transférée depuis l'enregistreur à une vieille adresse trouvée dans le magazine de sa mère, celle de Paul Sanders, un journaliste indépendant qui avait enquêté sur la corruption dans le Missouri. Il ne savait pas si l'homme était toujours actif, mais il devait prendre le risque. Il a collé une petite note à l'intérieur de l'enveloppe, écrite au crayon. Si vous croyez encore en la justice, veuillez écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Puis il quitta tranquillement le bureau de poste, marchant seul sous la pluie fine, le cœur battant comme un marteau contre ses côtes. Le lendemain, il se rendit à l'école non pas pour assister aux cours, mais pour récupérer un tract de propagande de Ryan sur le projet Riverbank. Il en déchira un morceau et le fourra dans la poche de sa chemise, comme pour rassembler des preuves pour une affaire qui n'avait pas encore été ouverte. Sur le chemin du retour, Pamela l'a appelé. « Ethan. » Il s'est arrêté. « J'ai entendu dire que tu avais encore été attaqué. » Il est resté silencieux. « Tu ne peux pas faire ça tout seul. Ils te tueront. »« Je n'ai pas le choix, » répondit Ethan, le regard froid. « Tu me crois. » Pamela hésita, puis dit doucement. « Je ne suis pas sûr, mais si tu as besoin de moi, je garderai ton secret. » Cette nuit-là, le téléphone d'Ethan a vibré avec un message provenant d'un numéro inconnu. Dernier avertissement. Dites un mot de plus et vous disparaîtrez comme John. S'y joint une photo de sa mère rentrant du marché. Ses mains s'engourdirent. Il vomit dans la poubelle, puis s'effondra par terre, recroquevillé comme un chaton noyé. Seul. Un enfant au cœur de la nuit, entouré d'ombres menaçantes. Il murmura entre ses dents serrées, « S'il vous plaît, quelqu'un, s'il vous plaît, croyez-moi. » Une semaine après avoir envoyé la clé USB à Paul Sanders, Ethan n'avait toujours aucune nouvelle.
Aucune réponse. Aucun email. Aucun appel. Rien. Il a commencé à s'inquiéter. Il se demandait, et s'il ne l'avait pas reçu? Et s'il avait été intercepté? Et s'il était déjà mort? Il n'osa pas demander à sa mère. Hélène n'était plus la mère douce qu'elle était autrefois. Elle resta silencieuse, les yeux rouges, comme si elle avait à peine tenu debout avant qu'une nouvelle vague de mauvaises nouvelles ne la submerge. Elle venait de commencer à travailler comme domestique temporaire pour une famille aisée à la périphérie de la ville, chez le maire adjoint Steven. Un travail qu'elle accepta sans autre option, faute d'argent. L'espoir aussi. Ethan savait qu'il ne pouvait pas échouer à nouveau. Un après-midi, il s'est présenté au commissariat, l'air épuisé. Il a demandé à parler au lieutenant Alan Cooper, connu en ville pour être neutre, sans lien avec Ryan. Les gens murmuraient souvent, s'il reste quelqu'un d'honnête ici, c'est Cooper. Cooper était un homme d'une cinquantaine d'années, à l'expression froide, aux cheveux lissés en arrière et aux chemises impeccablement repassées. Il ne souriait pas. Il ne serrait pas la main. Il hocha simplement la tête lorsqu'Ethan posa l'enveloppe sur son bureau. « Qu'est-ce qu'il y a dedans » demanda Cooper sèchement. « Des preuves attestent que M. John a été assassiné. Et que le chantier de Ryan est utilisé pour se débarrasser des corps. » Ethan déglutit. Des enregistrements. Des vidéos. Des cartes dessinées à la main. J'ai été suivi, battu, menacé. Si vous ne me croyez pas, je ne peux me tourner vers personne d'autre. Cooper fronça les sourcils et jeta un coup d'œil à l'enveloppe. Il ne l'ouvrit pas. Il fixa Ethan un long moment, comme s'il scrutait chaque cellule de la tête du garçon. Puis il s'est levé et a dit, « Rentrez chez vous. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous contacterai. » Cette nuit-là, Ethan n'arrivait pas à dormir. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone, espérant un message, un appel, une réponse de Cooper. Mais tout ce qu'il a obtenu, c'est le silence. À 4 heures du matin, il a reçu un courriel envoyé depuis une adresse anonyme. De Cooper.com. Objet, une erreur de confiance. Contenu, petit, tu pensais vraiment que j'étais sur la touche? Tu viens de signer ton arrêt de mort. Les doigts d'Ethan devinrent froids. Il s'est précipité pour vérifier son dossier de sauvegarde. Vide. La vieille clé USB est cassée. Fichier supprimé. Son esprit tournait. Il se précipita dans la poubelle, haletant, frappant le mur. Une fois de plus, il avait placé toute sa confiance en un adulte. Et une fois de plus, il fut trahi. Moins de 2 jours plus tard, 2 policiers se sont présentés à l'école et ont emmené Ethan dans la cour, devant tous les élèves. « Vous répandez encore des mensonges » a déclaré l'un d'eux. « Tu vas être placé sur la liste de surveillance pour trouble à l'ordre public » ajouta l'autre. « Encore une fois, et tu seras placé en centre de détention pour mineurs. » Ils ont tous les deux grogné. Le directeur de l'école, M. Benjamin, ne l'a pas défendu. Il n'est pas intervenu. Il se tenait là, les bras croisés, comme s'il admirait une sculpture sur le point d'être brisée. Aucun des camarades d'Ethan ne dit un mot. Personne n'osait. Pamela se tenait derrière un pilier, les yeux rouges, mais ne s'avançait pas. Claire se moqua et se détourna. Seul un jeune garçon murmura, « Il n'a rien fait de mal. » Et son ami l'entraîna aussitôt. Cet après-midi-là, Madame Hélène fut convoquée au bureau du maire. Celui qui l'a accueillie était le maire adjoint Steven, l'homme pour qui elle travaillait comme femme de ménage. Il était assis derrière son bureau, les pieds sur une pile de papier, souriant. « Madame Hélène, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Mais votre fils, il ternit la réputation de cette ville. S'il vous plaît, s'étrangla-t-elle. J'ai déjà tant perdu. Nous ne voulons pas que la situation s'envenime. Mais si vous le laissez continuer à propager ces fausses histoires la presse, le gouvernement du comté où tout le monde va accuser une famille mal élevée. Et puis, j'ai bien peur que ce ne soit pas seulement votre affaire. » Cet après-midi-là, le contrat de Madame Hélène a été résilié. Aucune raison officielle. Juste un bref appel, un signe de tête et quelques mots. Nous n'aurons plus besoin de vous. Elle rentra chez elle, s'assit sur la chaise et regarda Ethan comme s'il était un étranger. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Juste le silence, comme une tempête qui ne pouvait pas tomber. Cette nuit-là, tout l'immeuble où vivait Ethan était plongé dans un silence de mort.
Aucune porte ne s'ouvrit. Aucune voix ne se fit entendre. Tout bruit était enfoui sous la poussière de la peur. Alors qu'Ethan entrait dans le couloir, une voisine âgée nommée Rosie soupira, « Tu aurais dû te taire, comme les autres enfants. » Ethan ne répondit pas. Il se détourna. Mais alors qu'il atteignait les escaliers, un grand bruit sourd retentit derrière lui. Quelqu'un lui avait lancé un sac poubelle dans le dos. Un homme a crié, « Fausse agitation. Je ne te laisserai plus salir cet endroit. » Ethan se figea. Il ne s'est pas retourné. Il ramassa le sac poubelle, le jeta dans la poubelle et s'enfonça silencieusement dans l'obscurité. Le blog anonyme qu'il avait créé ou celui où il stockait toutes ses preuves avant qu'elles ne soient supprimées ou était désormais inaccessible. Le site d'information indépendant où il avait envoyé son premier article, via l'email de sa mère, lui a répondu. Courriel bloqué par le système de sécurité interne. Expéditeur signalé comme source non fiable. Il a pris son téléphone, sur le point d'appeler Pamela. Pas de signal. Son compte téléphonique avait été désactivé. Le numéro suspendu en raison de violation des conditions de service. Tard dans la nuit, Ethan rentra chez lui en titubant dans un silence étouffant. Sa mère était allongée sur le canapé. Les lumières étaient éteintes. La seule lumière provenait de la lampe du couloir, qui traversait le rideau. « Maman » murmura Ethan. Aucune réponse. Il se précipita à ses côtés. Elle respirait encore, mais faiblement. Son corps tremblait, ses lèvres virant au violet. Il la secoua. Hachée. « Maman ?» Elle n'a pas ouvert les yeux. Il s'est effondré à genoux. « Quelqu'un peut-il m'aider ? Ma mère, s'il vous plaît. » Il a appelé les urgences. Son téléphone était verrouillé. Il courut dehors, frappant à toutes les portes. Personne n'a répondu. Pas un seul. Il courut dans la nuit, pieds nus, en criant. À l'aide. Mahem, quelqu'un. S'il vous plaît. Mais le seul son qui résonnait était le rythme de ses propres pas solitaires et désespérés. L'hôpital a refusé d'admettre Madame Hélène. Non pas parce qu'ils étaient surpeuplés, mais parce que, pas assez critiques. C'est ce que dit l'infirmière de service, quand Ethan se précipita, la chemise tachée de sang, en balbutiant son « s'il vous plaît ». Il le regardait comme s'il n'était qu'un autre sale gosse qui causait des problèmes. Nous avons besoin de documents d'assurance pour prodiguer des soins. Hélène n'est pas inscrite sur la liste des frais de santé. Désolé. Mais si elle se réveille, mieux vaut la laisser se reposer à la maison. Ethan ne ressentait plus de colère. Il n'avait même pas la force de crier. Il a simplement baissé la tête et poussé un fauteuil roulant de location délabré dans le couloir de l'hôpital, ramenant sa mère à leur appartement du rez-de-chaussée. Le lendemain matin, alors que sa mère était toujours inconsciente, Ethan ouvrit son ordinateur portable. Il n'a pas pu accéder au blog. Tous les messages concernant Monsieur John, la valise, Ryan, tout avait disparu du stockage cloud qu'il utilisait. Pas simplement supprimé. Remplacé par une ligne de refroidissement. 404 Le garçon n'existe pas. Il s'est connecté à son email. Mot de passe incorrect. J'ai essayé de le réinitialiser. Échoué. Il a tenté d'utiliser un compte de secours pour envoyer un nouvel article à un autre média indépendant. 3 minutes plus tard, l'email a rebondi. L'expéditeur est définitivement sur liste noire pour diffusion de désinformation. Il a attrapé son téléphone. Pas de réseau. J'ai retiré et réinséré la carte SIM. Toujours rien. L'écran a affiché un message. Numéro de téléphone temporairement suspendu à la demande de l'opérateur. Il était assis immobile devant l'écran. Cet après-midi-là, quelqu'un a jeté une pierre sur la fenêtre d'Ethan. Le verre s'est brisé violemment. Sa mère était toujours inconsciente. Il courut vers la porte en criant « Qui est-ce ? Laissez-nous tranquilles !» Pas de réponse. Sur le sol, parmi les éclats de verre, se trouvait une note froissée, maculée de sang provenant de sa main. Lorsqu'il le ramassa, un message irrégulier le fixa, écrit avec du sang frais. La prochaine fois, ce ne sera pas une pierre. Ce sera le sang de ta mère. Cette nuit-là, Ethan a verrouillé la porte et a empilé des chaises et des tables contre elle. Il n'a pas dormi. Il s'assit simplement à côté de sa mère, lui tenant la main, s'accrochant à la seule chose qui lui restait dans son monde. Dehors, le vent hurlait comme les cris d'esprits perturbés.
À 2h12 du matin, la ligne fixe a sonné. Il s'est réveillé en sursaut. Sa mère ne bougea pas. Il a décroché. Bonjour. Une voix masculine rauque, comme si elle venait des profondeurs de la terre. La prochaine main sera celle de ta mère. Clic et tonalité. Ethan resta figé. Le téléphone lui a glissé des mains et a heurté le sol carrelé. Il regarda sa mère, toujours inconsciente. Il s'effondra sur le sol, les yeux vides, les épaules tremblantes, non pas à cause du froid, mais parce que son esprit s'était fissuré, comme une vitre brisée. À l'aube, un groupe d'étrangers est apparu à la porte. Ils portaient des costumes et des lunettes de soleil. Pas de nom. Pas d'identité. Cette zone fait l'objet d'une évaluation de réaménagement urbain, a déclaré l'un d'eux. Nous devons inspecter la structure du bâtiment. Ethan a bloqué la porte. Non. C'est notre maison. Ils le fixèrent pendant un long moment. Attention, mon garçon. Certaines choses ne durent pas longtemps quand on va à contre-courant. Il n'a pas bougé. Ils s'éloignèrent, laissant derrière eux une mince feuille de papier. Avis d'inspection structurelle. Le non-respect de ces exigences peut entraîner une expulsion forcée. Cette nuit-là, Ethan a essayé de réécrire une partie de l'histoire. Ses mains tremblaient sur le vieux clavier. Il venait de taper la première ligne. Je m'appelle Ethan Walker. Je connais le secret de Ryan. L'écran est devenu noir. Coupure de courant. L'appartement entier est plongé dans l'obscurité. Sa mère haleta. Il a attrapé une lampe de poche, à la recherche de ses médicaments. Elle murmura faiblement. Ethan, vas-y. Quitte cet endroit. Non. Tu dois vivre. Je ne laisserai personne te toucher. Ils ne s'arrêteront pas. Ils sont trop forts. Plus forts qu'on ne le pensait. Sa voix s'est éteinte. Il pressa son oreille contre sa poitrine. Toujours un battement de cœur. Il la tenait fermement, les yeux grands ouverts, fixant l'obscurité qui enveloppait désormais leur maison. Le lendemain matin, la ville fonctionnait comme si de rien n'était. Les voitures passaient. Les gens sont allés au marché. Les haut-parleurs diffusent de la propagande sur le développement durable de la région du fleuve Mississippi. Ethan était assis sur le toit de l'immeuble, serrant ses genoux, les yeux fixés sur la rivière au loin. Vu d'en haut, la rivière ressemblait à un serpent sinueux. Mais dans son esprit, c'était l'endroit où tout avait commencé. Il fixa intensément cet endroit, l'endroit où il avait trouvé la valise. L'endroit où sa vie s'était transformée en enfer. Cet après-midi-là, Pamela est passée. Elle frappa doucement. Ethan ouvrit la porte, les yeux enfoncés et sombres. « Êtes-vous d'accord ?»« Je vais bien, » répondit-il en évitant son regard. « J'ai entendu dire que ta mère n'allait toujours pas bien, ça va. On quitte la ville. » Pamela était stupéfaite. « Tu abandonnes ?» Ethan serra les poings. « Non. Mais tu ne comprends pas. Ce n'est plus une ville. C'est un marécage. Plus tu luttes, plus tu t'enfonces. » Elle lui prit la main, les yeux remplis de larmes. « Je ne peux pas faire grand-chose, mais si un jour quelqu'un te croit, alors ?» Elle n'a pas fini sa phrase. Elle a juste laissé un bout de papier. Ne les laissez pas vous réduire au silence pour toujours. Cette nuit-là, Ethan s'assit à côté du lit de sa mère et écrivit une dernière ligne dans le carnet qu'il tenait depuis qu'il était petit. Si quelqu'un trouve ce carnet, sachez que la vérité a existé autrefois, et j'ai essayé de m'y accrocher. Il posa le stylo et regarda l'horloge. L'aiguille des heures bougeait lentement. 3h17 du matin. À ce moment précis, on frappa à la porte. 3 coups. Lent. Même. Froid. Ethan ne bougea pas. Sa mère dormait encore. On frappa à nouveau, plus fort cette fois. Il marcha jusqu'à la porte, se tint derrière la barricade, ne respira pas, n'osa pas regarder à travers le judas. Il n'y avait personne dehors. Seul un morceau de papier glissait sous la porte. Nous te laisserons vivre. Mais tu resteras silencieux pour toujours. Ethan s'assit, juste devant la porte. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé. Il n'y a plus rien à perdre. Il ne reste plus rien à protéger. Il ferma le carnet, appuya sa tête contre le mur et laissa l'obscurité s'infiltrer lentement, comme si elle n'était jamais vraiment partie.
3 jours se sont écoulés après la menace finale. L'appartement n'était plus éclairé. L'obscurité ne couvrait pas seulement le plafond. Cela a englouti le cœur d'Ethan. Sa mère n'avait pas complètement repris connaissance. Elle n'ouvrit les yeux que brièvement avant de retomber dans le délire. Les fièvres continuaient. Mais l'hôpital a toujours refusé de l'admettre. Soins à domicile, ont-ils dit. Puis il s'est détourné. Ethan a arrêté de vérifier ses emails. Il a arrêté d'allumer son ordinateur. Il n'avait qu'une seule tâche par jour. Assieds-toi à côté de sa mère. Essuie son front. Verser de l'eau salée diluée. Et attends. Attendre quelque chose qu'il ne savait même plus définir. Le 4e jour, Ethan a essayé d'allumer à nouveau un téléphone. Il avait secrètement acheté une nouvelle carte SIM à un vendeur ambulant nommé Nick, la seule personne qui lui souriait encore en ville. Gardez le silence, dit Ethan en lui tendant un billet plié. Nick fit un clin d'œil. Je ne sais pas qui tu es, gamin, mais si tu essaies de te cacher, n'utilise pas ton vrai numéro. Ethan a allumé le téléphone. J'ai inséré la carte SIM. Je n'ai contacté personne, je voulais juste vérifier quelques points. Il s'est rendu dans ses anciennes archives vidéo, celles où il avait autrefois téléchargé de courts extraits de conversations douteuses sur le chantier. Message d'erreur, la vidéo ne respecte pas les règles de la communauté. Compte suspendu. Il a accédé au cache web, celui qui stockait les anciennes versions. Message d'erreur, page archivée introuvable. Page supprimée à la demande d'une autorité. Il a tapé son propre nom dans la barre de recherche. Blog d'Ethan Walker Riverban. Aucun résultat. Aucun article. Pas de photo. Pas même un ancien statut. Comme s'il n'avait jamais existé en ligne. Il a essayé d'accéder à un ancien forum où quelqu'un avait un jour commenté anonymement. J'ai vu la valise aussi. Ce compte a été supprimé. Le post a disparu. Il ne reste qu'un seul commentaire. D'un utilisateur nommé Veritas789. L'histoire de ce garçon est un fantasme. Arrêtez de répandre cette folie. Il n'y avait pas de valise. Pas de Monsieur John. Rien du tout. Ethan a laissé tomber le téléphone. Il s'assit contre le mur, regardant fixement la pièce plongée dans le noir complet. Sa mère restait immobile, sa respiration rapide et faible. Il se demandait. Ai-je vraiment vu la valise? Ai-je vraiment vu la main avec la bague en argent? Monsieur John a-t-il vraiment disparu, ou ai-je vraiment perdu la tête? Perdu dans ses pensées, il entendit frapper à la porte. Doux. Très doux. Ethan ne bougea pas. On frappa à nouveau. 3 coups, comme avant. Il s'est levé. Ne portant rien. Aucune arme. Aucune explication. Il a ouvert la porte. Une femme étrange se tenait là. Cheveux noirs. Lunettes de soleil. Porteur un manteau épais en plein été. Êtes-vous Ethan Walker? Demanda-t-elle d'une voix basse mais claire. Oui. Je suis un ami de Paul Sanders. Il a bien reçu votre enveloppe. Mais il a été arrêté 3 jours plus tard pour obstruction à un chantier dans le Missouri. Ethan se figea. Puis il murmura, alors tu es. Je m'appelle Addison, dit-elle. Journaliste indépendant. Je ne travaille pas pour les médias grand public. Je suis venu ici parce que je vous crois. Le cœur d'Ethan battait fort. Il a reculé. Quel genre de piège est-ce? Sais-tu combien de personnes m'ont trahi? Je n'ai pas besoin que tu me fasses confiance. J'ai juste besoin que tu me dises tout, chaque détail, chaque fragment. Et si je peux le vérifier, je le publierai. Pas de flic. Aucune agence gouvernementale. Juste toi et moi, et la vérité. Ethan était silencieux. Puis, après presque 1 minute, il ouvrit la porte plus largement. Entrez. Mais tu dois me promettre que si je disparais, tu raconteras toute l'histoire. Même les parties où je me suis trompé. Là où j'étais faible. Là où j'avais peur. Addison hocha la tête. La promesse d'un journaliste. Pas de pseudonyme. 2 heures plus tard, Addison quitta l'appartement sombre. Portant une carte dessinée à la main du chantier. 3 pages de témoignages manuscrits. La note de menace tachée de sang.
Et la seule photo survivante découpée dans un vieux dépliant montre Ryan debout à côté du maire adjoint Steven. Avant de partir, elle posa une main sur l'épaule d'Ethan. « Tu es toujours en vie. Ça veut dire que tu as déjà gagné la moitié de la bataille. » Ethan eut un léger sourire. « Tu as tort. Je ne suis pas en vie. Je ne suis tout simplement pas encore mort. » Addison n'a rien dit. Elle se retourna et s'éloigna, laissant le garçon debout devant l'appartement sombre, avec sa mère inconsciente derrière lui, et un traumatisme gravé dans chaque veine. Cette nuit-là, la ligne fixe a sonné une dernière fois. Ethan le ramassa, les mains tremblantes. « Bonjour ?» C'était la même voix. Profond. Grille. Comme du métal qui gratte du béton. Tu ne sais pas ce que tu as commencé. Ta mère n'est que le prélude. Si quelqu'un la prend, si ton nom réapparaît en ligne, le sang ne sera pas qu'un avertissement. Ethan ne dit rien. Il écouta, puis raccrocha. Il alla à la fenêtre et contempla le Mississippi, là où tout avait commencé. Il parla doucement, juste assez fort pour l'entendre, « Je ne suis qu'un enfant, mais la vérité ne peut pas rester éternellement enfouie dans la boue. » Puis il s'assit, prit son stylo et écrivit une ligne de plus dans son carnet, jour 17. « J'ai tout dit. Maintenant, j'attends. » Il ferma le carnet, éteignit la lumière et s'adossa au mur. Dans le noir complet, pas de rêve, pas de larmes, pas d'espoir. Que du silence. 3 jours après qu'Addison eut quitté l'appartement sombre d'Ethan, la ville de Riverbend demeurait calme, comme si elle ignorait la tempête qui se formait doucement. Addison était assise dans un petit café près de la vieille église Saint-Michel. Elle portait une veste de voyage et des lunettes de soleil surdimensionnées. Sur la table, une tablette, une tasse de café noir sans sucre et un carnet rempli de gribouillis denses. Un serveur est passé et a murmuré « Voulez-vous autre chose ?»« Non, merci. Mais si quelqu'un te demande qui je suis, dis-lui que je suis géomètre expert en sites historiques. » Addison sourit. Le serveur, un jeune homme nommé Michael, hocha rapidement la tête et s'éloigna, laissant Addison seule dans une petite pièce remplie d'argenterie qui teintait et de musique classique douce. Addison alluma son dictaphone et mit ses écouteurs. La voix d'Ethan retentit, « Il s'appelle Ryan. Il connaît le maire adjoint Steven. Il se disputait souvent avec Monsieur John. Il portait une bague en argent, je l'ai vu de mes propres yeux. » La main dans la valise. Elle a écouté cette partie 3 fois, puis a écrit dans son carnet. Enquête, Ryan. Chantier. Villa de Ryan. Siège de la mairie. Steven. Emplacement du terrain remblayé derrière le hangar B. Témoin, Ethan, 15 ans. Pamela a vu le passage à tabac. Monsieur Nick a vendu une carte SIM. Monsieur Daniel, mécanicien, a entendu Ryan menacer Monsieur John. Cet après-midi-là, Addison s'est fait passer pour un photographe de voyage, portant un vieil appareil photo près du chantier de construction. « Excusez-moi, que faites-vous ici ?» Un garde à la peau bronzée avec un « ou » tatoué sur le front a demandé. « Je suis touriste. J'aime photographier les scènes de construction. Elles sont brutes mais pleines d'âme », a déclaré Addison avec un sourire éclatant et un accent typiquement sudiste. Le garde a regardé sa caméra et a haussé les épaules. « Soyez prudent. Ne vous approchez pas trop. Je resterai dehors. Promis. » Addison fit un clin d'œil, puis leva la caméra, non pas pour viser l'échafaudage, mais directement la fosse à moitié remplie qu'Ethan avait décrite. Elle prit 3 photos. Elle zooma. Quelque chose dépassait de la terre, comme le fond d'une valise en métal. Ce soir-là, Addison a rencontré Pamela dans l'ancienne boulangerie de Rosie. « Tu es sûr que personne ne t'a suivi ?» demanda doucement Addison. Pamela hocha la tête, visiblement tendue. « Ils ont menacé de m'expulser si je reparlais à Ethan, mais je ne peux pas me taire. J'ai vu le sang sur ses mains. Je l'ai vu se faire tabasser sur le chantier. Êtes-vous prêt à enregistrer votre histoire? J'ai vraiment peur. Mais si je ne le fais pas, d'autres personnes comme Monsieur John vont se retrouver. » Addison a remis à Pamela un petit enregistreur vocal. « Racontez tout ce que vous avez vu, entendu, dont vous vous souvenez. Pas besoin de suivre l'ordre. Laissez simplement la vérité s'exprimer. » Au cours des 3 jours suivants, Addison a réussi à contacter 3 personnes. Monsieur Nick, le vendeur de la carte SIM, a confirmé qu'il avait donné à Ethan une nouvelle carte SIM.
Ce garçon ressemblait à un cadavre ambulant. Il n'aurait pas pu mentir, même s'il essayait. Monsieur Daniel, le mécanicien, avait un jour entendu Ryan menacer Monsieur John. « Cette terre sera à moi. Tu n'as aucune chance, vieil homme. » Une femme anonyme, ancienne comptable de l'entreprise de Ryan, a envoyé à Addison un email contenant un fichier. Le plan d'expulsion comprend un budget pour gérer les facteurs de risque inattendus. Le PDF contenait une seule note manuscrite. Risque, JV. Pris en charge. West Pitt. JV égale John Miller. West Pitt, l'endroit exact décrit par Ethan. Claire serra les poings. Les pièces du puzzle s'assemblaient pour former une image claire. Elle transféra tous les documents sur un disque dur crypté, les sauvegarda à 3 endroits, un caché dans sa chambre d'hôtel, un autre envoyé à un service de stockage international et un autre gardé sur elle. Puis elle commença à rédiger l'article. Ce n'était pas sensationnel. Pas de gros titres. Juste l'histoire d'un enfant abandonné, étayé par des preuves modestes mais solides, des photos du site, des enregistrements audio, le témoignage de Pamela et le document PDF. Claire l'a intitulé « Le garçon et la valise enterrée, un secret mortel à Riverbank ». Elle a soumis l'article à un site d'information indépendant de New York, indépendant de toute influence locale. La rédactrice en chef était Lucy Harper, autrefois poursuivie en justice pour avoir révélé un scandale financier dans le Tennessee, et qui travaille désormais à distance. Addison a appelé. « Lucy, c'est Addison. J'ai quelque chose d'urgent et de très crédible. Si nous ne le publions pas maintenant, nous n'aurons peut-être pas d'autre chance. » Lucy n'en demanda pas plus. Elle dit simplement. « Envoyez-le dans les 5 minutes. Si c'est aussi vrai que vous le dites, ce sera la une demain. » Addison a envoyé le lien du document, puis est resté assis et a attendu. 8 heures plus tard, à 7 heures précises, l'article était en ligne. Article vedette sur la page d'accueil. Le garçon et la valise enterrée, une enquête indépendante révèle un secret mortel à Riverbank par Addison Martin. Les réseaux sociaux ont explosé. Des milliers de partages en 3 heures. Le hashtag Justice for Ethan est devenu tendance. Je n'arrive pas à croire que cela se soit produit dans une petite ville. Un article puissant, émouvant et clair. Ethan est un héros. Ryan est un monstre déguisé. Arrêtez-le maintenant. La police locale a été achetée. Nous exigeons une enquête au niveau du comté. Au département de police de Riverbank, le chef Jack Harris, celui qui s'était autrefois moqué d'Ethan, a claqué sa tasse de café sur le sol. Bon sang. Qui a bien pu laisser cette histoire se répandre? Un jeune officier nommé Scott balbutia. Je crois que ça vient de New York. Un grand média. Et maintenant, les médias nationaux s'en emparent. Harris jura, mais lorsque son téléphone sonna, c'était le bureau d'enquête du comté de Hinds. Il ne put que déglutir. Oui. Oui, je coopérerai à l'enquête. Ethan fut réveillé par des coups frappés avec urgence. Il se traîna jusqu'à la porte. Pamela se tenait là, les yeux brillants. Tu l'as vu? Tu vois quoi? L'article. Il vous appellante le garçon qui s'est dressé contre le pouvoir. Vous êtes à la une. Ethan se figea. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Pamela sortit son téléphone et le lui montra. L'article était là, son nom, en gras et sans équivoque. Il s'affala sur un siège, sans voix. Ses yeux se remplirent de larmes. Pour la première fois depuis des mois, il ne pleurait pas de désespoir, mais parce que quelqu'un l'avait enfin écouté. Cet après-midi-là, les voitures de police du comté de Hinds ont fait irruption à Riverbank comme une marée montante. À la tête du groupe se trouvait l'inspecteur Bradley Mitchell, connu pour ses révélations de corruption dans tout le Delta. C'était un homme mince aux cheveux grisonnants, qui allait toujours droit au but. Dès qu'il est sorti du véhicule, il a remis un mandat de perquisition au chef de la police Jack Harris. Nous disposons de suffisamment de preuves pour fouiller le chantier de construction de Ryan et l'intégralité des dossiers financiers de son entreprise. Pas besoin de ça, balbutia Harris. C'est juste une fake news. Mitchell répondit froidement. Alors tu n'as rien à craindre. Sur le chantier de West Construction, où Ethan avait été battu et caché derrière des tas de briques humides, l'équipe médico-légale commença à creuser une fosse mal couverte. Au bout de 47 minutes, un cri retentit. J'ai trouvé quelque chose.
Un gros objet métallique. On dirait une valise. La valise fut remontée d'environ 1,20 mètres de profondeur. Le sol argileux rouge était trempé, mais l'objet à l'intérieur était resté intact, une vieille valise rouillée enveloppée de rubans adhésifs marron, exactement comme Ethan l'avait décrit. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils découvrirent un sac en plastique noir, hermétiquement fermé. À l'intérieur, une main humaine portant une bague en argent. Un morceau de papier décomposé avec un message griffonné. Je me suis opposé à Ryan. Je ne resterai pas silencieux. Pas besoin d'analyse ADN. Tout le monde savait qu'il s'agissait de John Miller, le voisin disparu que personne n'avait recherché. La nouvelle s'est rapidement répandue. Les principaux médias ont titré. Un corps retrouvé sous le chantier de construction de Ryan, les allégations d'Ethan confirmées. Un secret terrifiant à Riverbank, un système de dissimulation dévoilé. Un journaliste de l'actualité nationale se tenait en direct devant le site. Il s'agit du cas le plus grave survenu dans le Delta ces 10 dernières années. Un adolescent de 15 ans a été isolé, menacé et a failli perdre sa mère, tout cela parce qu'il a osé parler. Ryan a été arrêté alors qu'il déjeunait dans un restaurant de luxe à Inns. Il portait un costume blanc, des lunettes de soleil et souriait toujours. « Tu sais qui je suis » grogna-t-il. « J'ai nourri cette foutue ville. » Mitchell répondit sans cligner des yeux. « Eh bien, maintenant, vous allez nous nourrir avec votre témoignage. » À côté de Ryan, 2 de ses assistants, le voyou chauve qui a battu Ethan et le responsable financier qui a signé des documents falsifiés étaient également menottés. Dans le véhicule de police, Ryan a crié une dernière fois. « Vous allez tous le regretter. J'ai des avocats. Je reviendrai. » Mitchell dit doucement au chauffeur. « Bâillonnez-le pour moi. » À l'hôtel de ville, le maire adjoint Steven a été suspendu de ses fonctions le jour même. Un mandat d'arrêt a été envisagé après la découverte d'un enregistrement vocal où il déclarait. Ryan s'est occupé de John. Ne t'inquiète pas. Je te garantis que tout est propre. Dans la salle de réunion, les élus municipaux étaient assis, la tête baissée, en silence. Ceux qui se moquaient autrefois d'Ethan, qui traitaient sa mère de fauteuse de troubles, rapetissaient désormais comme des marionnettes, effrayés par le vent. Addison retourna à l'appartement d'Ethan en fin d'après-midi. Il ouvrit la porte, les yeux encore gonflés par le manque de sommeil, mais cette fois, il y avait quelque chose dedans, une lumière trouble, comme un soleil de fin d'hiver. « Tu es venu, dit-il doucement. Je tiens parole. Je ne laisserai pas la vérité disparaître. » Il hocha la tête. « Tu es la première personne qui ne m'a pas dit de me taire. » Addison fit un petit sourire. « La vérité, Ethan, c'est comme l'eau d'une rivière. Plus on essaie de la faire couler, plus elle monte. » 2 jours plus tard, une conférence de presse eut lieu dans l'auditorium de l'hôtel de ville, une première. Addison était assise au premier rang. À côté d'elle se trouvait Madame Hélène, la mère d'Ethan visiblement plus mince mais réveillée, qui fit l'effort de se redresser pour assister à ce moment. Sur scène, l'inspecteur Mitchell tenait le micro. Nous annonçons que Ryan Bennett est poursuivi pour 6 chefs d'accusation, meurtre, dissimulation de cadavres, corruption, intimidation de témoins et obstruction à la justice. Les personnes impliquées dans le système gouvernemental devront rendre pleinement compte de leurs actes. Enfin, nous remercions un garçon, celui par qui tout a commencé. Il s'est retourné. Ethan Walker, s'il te plaît, monte. Le silence se fit dans la salle. Ethan monta sur scène. Son cœur battait la chamade, mais la main de sa mère, qui le tenait par derrière, suffisait à le maintenir immobile. Il se tint devant le micro. « Je ne sais pas quoi dire » souffla-t-il. « Je voulais juste que les gens m'écoutent. Je voulais juste que si quelqu'un voyait une main dans une valise, il me croit. Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un enfant. Mais j'ai appris une chose, si on ne parle pas, le mal grandit. Si une personne se tait, une deuxième sera enterrée. Puis une troisième. » Sa voix s'est brisée. « Je remercie les personnes qui ne se sont pas détournées, Pamela, Monsieur Daniel, Monsieur Nick et Madame Addison. » Il baissa la tête. Toute la salle s'est levée et a applaudi longuement. Très longuement. Le lendemain, les journaux publièrent une avalanche de photos, Ethan debout à côté de sa mère, souriant. Addison lui rendant le vieux carnet. Gros plan sur une ligne manuscrite mal écrite. La vérité ne peut pas rester enfouie dans la boue pour toujours.
Madame Hélène a été invitée à travailler comme bibliothécaire à la bibliothèque nouvellement ouverte de la ville, où une petite exposition a été consacrée à Accent grave le coin d'Ethan affichant des copies d'articles de presse, des transcriptions audio et son vieux carnet de notes. Ethan retourna à l'école. Cette fois, personne n'osa l'appeler point. Le garçon a la main fantôme. Il est devenu un symbole de courage, non pas parce qu'il n'avait jamais peur, mais parce qu'il avait tellement peur qu'il a failli se briser, et pourtant il n'a jamais reculé. Le dernier soir avant le départ d'Addison, elle et Ethan se tenaient ensemble au bord du Mississippi. L'eau scintillait au coucher du soleil. « Tu pars demain ?» demanda Ethan. « Oui. Il y a encore d'autres villes. D'autres histoires. Est-ce que tu le regrettes ?» Addison regarda l'eau qui coulait et répondit doucement. « Non. Parce que j'ai pu assister à la chose la plus importante. » Qu'est-ce que c'était? Un garçon de seulement 15 ans qui sauve une ville entière de l'obscurité. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Ethan se tourna vers elle avec un léger sourire. « Je ne suis qu'un enfant, mais la vérité ne peut pas rester enfouie dans la boue pour toujours. » L'histoire d'Ethan nous enseigne que la vérité peut être enfouie, réduite au silence, voire traquée. Mais si quelqu'un ose s'exprimer, la lumière finira toujours par revenir. Bien qu'il ne fût qu'un enfant impuissant, Ethan a contraint tout un système à s'incliner. La plus grande leçon est la suivante, le courage ne vient pas de l'âge. Il vient du refus de se taire face au mal. Lorsque nous nous accrochons à la vérité, même dans la solitude, la justice finira par s'épanouir. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à partager des histoires touchantes presque chaque jour. Nous vous en sommes très reconnaissants. À bientôt.